Les maternelles d'Afrique, c'est l'émission qui fait du bien aux parents et aux futurs parents. Ici, on parle de tout sans jugement. Vous me suivez? Aujourd'hui, aux Maternelles d'Afrique, nous irons à votre écoute pour discuter de la grossesse pendant la scolarité. Puis, les enfants de la récré nous donneront leur définition de l'école. Dans notre rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, nous recevons la chef togolaise Olivia de Souza. Et enfin, nous terminerons en beauté dans le papa et carité de notre célébrité, Tia. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de Lydie qui nous écrit depuis Port-Louis au Gabon. Bonjour Lydie. Alors qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit « Angela, ma fille est allergique au gluten, que faire ?» Alors Lydie, je vous comprends parfaitement, je comprends votre inquiétude parce que le gluten, qui est une protéine que l'on trouve pratiquement partout, c'est très difficile de l'éviter. Donc, je vous expliquais, le gluten, c'est une protéine que l'on retrouve dans le blé, dans l'avoine et surtout dans plusieurs aliments qui sont industriels, qui sont fabriqués, que l'on retrouve dans le commerce. Qu'est-ce que ça veut dire être allergique au gluten? En fait, le gluten, cette protéine, il y a certains organismes digestifs qui la supportent mal. Donc, cela va créer des problèmes donc, de ballonnement, des éruptions cutanées, des gonflements de nez et de la gorge. Donc pour éviter cela, vous allez changer votre régime alimentaire et vous allez éviter tout ce qui est produits transformés. Vous allez vous concentrer sur les aliments qui sont fabriqués par la nature, en fait, tout simplement. Déjà, les légumes et les fruits, là, vous êtes sûr, vous avez une garantie totale qu'il n'y a pas de gluten. Et ensuite, pour tout ce qui est féculent et sucre lent, vous allez éviter tout ce qui est blé. Donc vous allez aller, par exemple, sur le riz, vous allez aller sur la farine de maïs, donc du pain à base de farine de maïs, de sorgho, de mil. Ça vous permet comme ça d'éviter le gluten et puis d'assurer le transit de votre fille. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'ai fait appel au nutritionniste Dr Amenito et lui, il insiste sur un point, il faut absolument être suivi par son médecin, ceci pour éviter, vous savez, les carences, parce que dès que vous changez de régime alimentaire, il faut s'assurer, surtout pour votre fille qui est en pleine croissance, qu'elle ne manque de rien. Donc, à s'assurer d'avoir toujours un repas équilibré et privilégier les aliments bruts, comme les légumes, les légumineuses. Ce que j'appelle légumineuses, c'est tout ce que vous savez être haricots, lentilles, le poisson, la viande et les fruits. En parlant de fruits, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'orange. Alors, l'orange, c'est le fruit anti-rhume par excellence, parce que l'orange, c'est une source extraordinaire de vitamine C. La vitamine C, vous avez, c'est ce qui vous permet donc de lutter contre les infections, lutter contre toutes les attaques et les virus. Donc, vous pouvez en manger un maximum quand vous pensez que vous commencez à avoir la gorge qui vous fait mal. Une petite cure d'orange. Et ce qui est super avec l'orange, c'est qu'on y trouve des antioxydants qui vous permettent de lutter contre le vieillissement de la peau. Et puis, des fibres douces qui permettent de stimuler le transit intestinal. Bon, alors, Lydie, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous aussi, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Alors aujourd'hui, dans les pays en voie de développement, selon l'étude de l'ONG Plan International, une fille sur 3 tombe enceinte avant 18 ans. Alors moi, j'essaie d'imaginer, quand j'avais 18 ans déjà, j'avais du mal à m'occuper de tout ça là. C'était ça qui m'inquiétait, mon style, tout ça. Alors s'occuper d'une personne, franchement, je ne sais pas comment les témoins du jour ont fait. C'est vraiment, on se demande comment ça se gère à l'école, comment ça se gère avec l'entourage. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous recevons Louise. Vous avez 31 ans, vous êtes ivoirienne, vous êtes la maman de 3 filles. Donc la maman de Yemima qui a 12 ans, Salma Anaël qui a 6 ans et Yoela qui a 4 ans. Bienvenue Louise. Merci. Et nous recevons donc Suzy. Suzy, vous avez 30 ans, vous êtes ivoirienne, vous êtes la maman de Louis Raphaël qui a 2 ans.
Bienvenue Suzy. Merci. Et nous recevons le docteur Kwame. Vous êtes psychologue et ce n'est pas la première fois que vous venez à la Maison des maternelles d'Afrique. Hein, vous êtes ici chez vous. Bienvenue, merci d'être là. Donc je vais commencer avec vous, Louise. Donc, vous avez tout juste 18 ans. Vous êtes en classe de 18 ans et demi. Vous êtes en classe de terminale. Terminale, oui. Et là, vous découvrez que vous êtes enceinte. Tout à fait. Comment ça se passe? D'abord, première réaction, le ciel me tombe sur la tête parce que c'est déjà compliqué. En classe d'examen, et comment il faut annoncer ça aux parents. Donc, pour moi, c'était... je suis perdue, je ne sais pas ce que je dois faire. Et le 3e mois, je décide d'informer ma mère. Ma mère, parce qu'on est quand même assez proches, donc j'essaie d'en parler quand même à ma mère. Donc, je raconte une histoire à dormir debout. J'ai une amie, maman, j'ai une amie qui est en classe, qui est dans la même classe que moi, qui est en terminale et qui est enceinte. Mais je ne sais pas comment elle va le dire à ses parents. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Elle me regarde, elle n'est pas dupe. Elle me dit, ce ne serait pas toi par hasard. Bon, je marque une petite pause et puis je lui dis, oui, c'est moi. Là, en tout cas, de par sa réaction, je me suis dit que le monde s'était écroulé pour ma mère parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Et pourquoi ça ne s'attendait pas à ça? Elle ne s'attendait pas à ça parce que il n'y avait pas de sujet tabou entre ma mère et moi. D'abord, elle est assistante sociale de formation. Donc, elle avait déjà eu à me donner des conseils là-dessus. Donc, j'étais déjà, je pense, suffisamment outillée. Et je savais déjà, puisqu'on m'avait déjà offert des livres, j'en parlais tout le temps avec ma mère. Donc, du coup, pour ma mère, elle n'a pas suivi mes conseils. Donc, vous êtes dans un institut, dans une école... confessionnelle, religieuse. Religieuse. Voilà. Comment ça se passe à l'école? Bon, d'abord, comment ça se passe à l'école? Il ne faut pas que la directrice, ceux qui sont à la tête de l'école le sachent. Parce que comme j'ai dit, c'est une école confessionnelle religieuse. Si ça s'apprend, soit vous êtes renvoyé, vous êtes exclu carrément. Donc, il fallait cacher. Donc, dans mon entourage à l'école, dans mon entourage proche à l'école, j'avais juste une amie qui était au courant, mais personne. Docteur Kwame, je rappelle que vous êtes psychologue. Bien sûr. Alors, comment ça se passe quand on est mère, adolescente, et qu'en plus, on est à l'école? C'est l'un des principaux éléments, l'un des principaux facteurs de déscolarisation au niveau de la jeune fille. Donc la conséquence, c'est que la jeune fille tombe enceinte à l'école. Bien sûr. Elle arrête l'école. Elle a beaucoup de chances d'arrêter l'école. En tout cas, pour ce qu'on a l'habitude de voir. Heureusement que de ce genre d'exemples existent, des filles qui font l'effort de rentrer en elles-mêmes, de puiser en elles tout ce courage-là et puis pouvoir affronter tout ce qui va se passer, le regard des parents, le regard des amis, le regard de la société. Parce que dans ces circonstances-là, il y a une sorte de rejet qui ne dit pas son nom. Et donc, souvent, la fille adopte un certain repli sur elle-même. Et je pense que pour que la fille puisse en sortir en ce moment-là, il va falloir bénéficier d'un certain encadrement. Et justement, donc on va parler de l'encadrement tout à l'heure. Et je voulais voir avec vous, Suzy. Vous également, vous êtes tombée enceinte à l'école, mais vous n'êtes pas tombée enceinte dans les mêmes conditions que Louise. Est-ce que vous avez envie de nous raconter ce que vous avez envie de raconter? Bien sûr. En fait, moi, mon cas, il est un peu particulier parce que j'avais pas de petite amie. Et c'est un cousin de la famille qui, lors d'un séjour chez eux, souhaite en fait avoir un rapprochement que je refuse. Et en forçant, malheureusement, ce qui doit arriver arrive. Je suis vierge et sa semence en fait me touche. Alors c'est à la suite que je tombe enceinte sans le savoir. Frustrée, je rentre à la maison après mes congés et puis un mois après, je constate que j'ai plus mes menstrues. Alors je demande conseil autour de moi et effectivement on me dit que ça peut arriver, qu'une femme peut ne pas avoir ses menstrues dans sa vie de temps en temps. Un mois passe, 2 mois, le 3e mois,
Ma mère est un peu soupçonneuse, mais comme on dit, elle fait fi de ça. Et comment ça se passait? Est-ce que vous ressentiez, vous savez, les symptômes des 3 premiers mois? Même Rien. pas, du tout. Je ne crachais pas, je ne vomissais pas, je ne faisais rien. Il y avait, enfin, physiquement, aucun moyen de le savoir. Alors ma mère, qui est infirmière de formation, constate que, bien sûr, il y a du volume en fait. Je commence à avoir du volume. Alors elle suggère que je fasse un test de grossesse. À la suite du test de grossesse, qui est positif, c'est la première fois que je vois ma mère pleurer pour moi. Et quand ma mère pleure, elle informe un peu tout le monde, les parents, la famille proche. Et tout le monde est déçu, déconcerté et tout. Voilà. Donc on informe aussi la famille du jeune homme, sauf qu'on n'a pas la même réaction. C'est vrai? Non, du tout. Les parents sont un peu mitigés, mais le monsieur, c'est le rejet total, c'est l'accusation. J'ai gâché sa vie, je l'ai détruit, j'ai détruit sa relation avec ses parents. Justement, excusez-moi de vous interrompre, je veux savoir, je veux revenir à Louise par rapport au monsieur, parce que, excusez-moi, les enfants, on ne les fait pas seuls, hein, enfin bref. Donc, votre petit ami, vous, comment ça s'est passé, lui, quand il a su que vous étiez enceinte? Bon, au départ, c'était on va faire ce que tu auras décidé. Donc, c'est comme si c'était à moi que revenait la décision. Et je suis issue d'une famille chrétienne, religieuse. Donc, déjà, avec les discussions que j'avais avec ma mère, il n'était pas question de faire un avortement. Donc, moi, j'avais déjà pris ma décision. Donc, puisqu'il m'a dit, on fera ce que tu auras décidé, donc, moi, je dis, je garde. Mais après, il y a eu revirement de situation de son côté. Il a changé d'avis. Il a dit, mais pourquoi tu veux garder la grossesse, tout et tout. Et comme moi, déjà, dans ma tête, c'est, je ne fais pas d'avortement. Donc, je lui ai dit, que tu le veuilles ou pas, je garde ma grossesse. Du coup, il était obligé de se plier à ma décision. Mais il n'empêche que c'était quand même sur vous, et oui. pareil sur vous. Et c'est là que je voulais vous poser la question, docteur Kwame. Dans nos sociétés, là, on parle toujours de la fille enceinte, mais on ne focalise pas sur les garçons qui sont quand même aussi, font partie du processus, hein, comme je le disais, ça se fait à deux. Alors, comment est-ce qu'on pourrait justement responsabiliser ces garçons? Bien, d'abord, en tout cas, les parents doivent comprendre que si la situation est ainsi, c'est justement par la responsabilité aussi partagée de leur enfant. Donc, il ne s'agit pas... J'ai vu des situations où le parent dit carrément, le parent du jeune homme dit carrément, mais cette fille-là vient pour gâcher la vie de mon enfant. Mais on oublie aussi que c'est la vie de l'enfant d'un autre qui est en train de se perdre. C'est vrai. Alors, donc, il faut que les responsabilités soient partagées. Je voudrais revenir sur vous parce que j'ai vraiment été touchée. Louise, par exemple, comment a réagi votre père quand il a su? Il m'a dit, prends courage, mais tu es en année d'examen. J'espère seulement que tu vas avoir ton examen. Mais bon, quand on vous dit ça, c'est un peu comme une épée de Damoclès que vous avez sur la tête. On est un peu stressé. Je n'avais plus peur de la réaction de mon père puisqu'il m'avait déjà réconforté, mais j'avais plutôt peur de cet échec-là, peut-être que j'allais avoir pour mon examen, tout et tout. Mais ils ont créé toutes les conditions pour que je n'ai pas peur et que je sois en confiance et pour terminer correctement mon année scolaire et puis mener à bien la grossesse, les deux. D'accord. Voilà. Et pour vous, Suzy, comment ça s'est passé avec votre famille? Alors avec ma famille, c'était vraiment formidable parce que ma famille m'a soutenue en fait en ce moment crucial. C'était un peu plus difficile avec l'école. Oui, quoi qu'on dise. Les responsables m'ont soutenue parce que vu la situation. Mais les parents d'élèves, par contre,
Ils ont mis en fait une sorte de barrière entre eux et leurs enfants parce qu'ils ont jugé que je n'étais pas de bonne moralité parce que j'étais enceinte à l'école. D'accord. Et même les gens dans la rue qui vous pointent du doigt et tout. C'était vraiment assez difficile. Donc socialement, c'était difficile. Franchement, socialement, c'était... À la maison, vous étiez soutenue, mais par Exactement. contre, dès que vous sortiez de la maison... C'était insupportable. Donc ça bloquait en fait mes sorties. Même parler à l'église, franchement, c'était... Au supermarché, on n'en parle pas. Donc je préférais rester à la maison en fait. Alors, docteur, comme vous voyez, là, on a deux exemples formidables, deux exemples d'anciennes jeunes filles, que ce sont de très belles jeunes femmes, jeunes mamans, qui ont été accompagnées par leurs proches. Mais par contre, on entend quand même qu'il y avait des difficultés sociales. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme recommandation aux parents? Donc là, on parlait des parents des garçons, aux parents des jeunes filles, aux jeunes filles pour pouvoir s'en sortir, tout simplement, hein. Aujourd'hui, un parent perçoit mal et fait comme elle le dit. Non, mais pourquoi je vais accepter que ma fille aille avec cette dame-là qui, de moralité, excusez-moi, un peu douteuse. Tout ça, ce sont des préjugés qu'on développe. Et je pense que les actions de sensibilisation doivent permettre d'identifier ces préjugés, ces stéréotypes et y travailler. Voilà en quoi doit consister ces mécanismes de sensibilisation-là. Et donc, cela va impliquer ou devra impliquer tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, c'est y compris les parents, y compris les élèves, y compris tous les partenaires du système, de sorte à ce que ce genre de situation pénible à vivre, parce que choquer ne soit pas des freins à l'épanouissement, surtout intellectuel, de la jeune fille. Eh bien, justement, nous, on a beaucoup de chance parce que pour ceux qui nous regardent, nous avons deux exemples extraordinaires. Donc, vous avez eu votre bac. Oui. Vous avez eu votre bac, Exact. vous voyez. Et vous êtes maman donc, de trois filles. Oui. Aujourd'hui, vous êtes une maman accomplie. Tout à l'heure, avant de démarrer l'émission, vous disiez que quand vous vous prépariez à venir à l'émission, vous avez une conversation avec votre fille qui demandait « mais à quelle heure tu rentres ?» et tout. Donc, une maman responsable. Oui. Et comment va votre fils? Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je pense vraiment que la clé, quand on est une jeune fille de 18 ans ou moins et qu'on est scolarisé, la clé, c'est d'être accompagné déjà à la maison. Vous, papa ou maman, si un jour vous vous retrouvez dans cette situation, je pense qu'on a tous fait des erreurs dans la vie. Parce que, par exemple, pour Louise qui est à côté de moi, sa maman a fait tout le travail comme il fallait. Elle avait bien informé sa fille, mais... c'est quand même arrivé. Eh bien, elle a pris ses responsabilités et elle a accompagné sa fille pour lui donner les meilleures chances de devenir une femme accomplie, une femme épanouie et une mère responsable. Voilà, donc, et comme le disait Dr Kwame justement, ce n'est pas parce que l'erreur arrive chez son voisin eh bien, qu'il faut l'incriminer. Et qu'il faut en rajouter puisque la situation est déjà difficile. Je vous remercie vraiment d'être venu témoigner. Ce sont toujours des sujets qui ne sont pas faciles, mais je sais que vous l'avez fait pour les autres parents qui nous regardent et les jeunes filles qui nous regardent. Donc Louise, merci beaucoup. Merci Suzy. Dr Kwame, merci d'être venu nous voir. Ce fut un plaisir. Et maintenant, je vais rejoindre une femme inspirante qui va nous raconter son quotidien, mais avant la récré. On travaille un peu et puis on mange et puis on travaille encore et puis on mange encore. On travaille, on écrit. Ça sert à savoir et de nous aider à savoir aussi le métier qu'on va faire quand on sera plus grand. Bonjour Olivia. Bonjour Angela. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors aujourd'hui, je reçois Olivia de Souza. Ce nom, vous avez dû entendre plusieurs fois au cours des Miam Miam, parce que souvent je dis je vais appeler ma copine Olivia de Souza, chef et coach culinaire au Togo. Et là, elle nous fait la joie et le plaisir de venir au Maternelle d'Afrique. Alors Olivia, je sais que vous êtes maman de 4 enfants. Donc il y a Hugues Olivier qui a 17 ans. Voilà. Ensuite il y a... Il y a Sacha qui a 14 ans. Vous êtes sûre?
Oui, oui. Sacha, 14, Oui. Imani, 13 et Swadi, 3 ans. La petite dernière. La petite dernière. Alors, comment vous êtes arrivé, comment s'est passée votre aventure de chef et coach culinaire? Ça veut dire quoi, coach culinaire d'ailleurs? Bah, coach, en fait, ça veut dire formateur, mais en Oui. anglais, voilà, coach. Oui. Donc, former des gens à la cuisine, des mamans à la cuisine, leur montrer comment faire autrement que ce qu'on a l'habitude de faire pour faire vite et bien. Et surtout, voilà, c'était surtout ça. L'idée, c'était de faire en sorte que les dames au foyer qui travaillaient pouvaient rentrer chez elles avec une partie de cuisine préfaite et qu'on pouvait les finir parce que moi, j'avais fait et elles finissaient. Donc, pour faciliter la vie des femmes, donc il fallait les coacher pour qu'elles puissent apprendre à cuisiner autrement qu'elles avaient l'habitude de le faire. Quand je suis venue à votre atelier, j'ai vu que vos enfants participaient avec vous aux ateliers. Donc, vous les avez intégrés comme ça dans la cuisine? Je les ai intégrés dans la cuisine parce que sinon, il fallait que je m'occupe d'eux avec mon 6e œil que je n'ai plus. Donc, ben, ils sont là, ils sont autour de moi, je leur demande des choses. Voilà, parce que je leur dis toujours, parce que malheureusement, on est tous là pour un temps. Et je leur dis toujours, j'aimerais vraiment que si un jour je partais trop tôt, eh ben, que ça ne parte pas avec moi. Et donc pour ça, il faut que mes enfants s'investissent dedans, sachent de quoi je parle, sachent pourquoi je fais ça et que mon affaire ne parte pas avec moi. Voilà. Donc vous avez cet atelier donc, au Togo, des cours pour enfants, et je sais qu'en Côte d'Ivoire, vous avez ce qu'on appelle un restaurant éphémère. En fait, pas qu'en Côte d'Ivoire, D'accord. donc ponctuellement. Donc j'ai décidé de faire depuis 6 mois les capitales d'Afrique avec un restaurant éphémère avec la table d'eau. Et donc en fonction des saisons où je m'installe, eh ben, je vais au marché et je fais mes courses. Vraiment, je fais une cuisine traditionnelle locale. Olivia, je suis vraiment contente que vous soyez venue au Mais moi Maternelle aussi, d'Afrique. je suis vraiment contente. Vous savez qu'ici, dans cette rubrique Elles l'ont fait, on reçoit des femmes inspirantes parce que nous avons des spectatrices qui regardent l'émission et qui se demandent est-ce que je vais pouvoir jongler entre ma vie de maman et ma vie professionnelle. Et vous êtes un bel exemple. Donc, je vous remercie d'être venue partager cette expérience avec nous. Merci, Et Olivia. j'espère avoir d'autres recettes que je pourrais partager dans Miam Miam. Bien sûr. À bientôt, Olivia. À bientôt, Au Angela. plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Tia. Bonjour, bonjour. Alors, Tia, vous êtes chanteuse de zouk. Chanteuse, tout court. Ah, pardon. J'aime pas qu'on dise chanteuse de zouk ou chanteuse de quoi que ce soit. Parce qu'on vous labellise, on vous catalogue. Exactement. Alors que vous chantez, vous avez une belle voix et vous en profitez. Alors que j'ai eu la chance de faire le conservatoire de musique et d'apprendre plein de choses différentes. Je suis passée par l'opéra, le jazz, le gospel. Donc, me réduire à chanteuse de zouk ou chanteuse de quoi que ce soit, ça m'embête un peu. Je comprends, vous êtes maman. Maman de 2 enfants. 2 enfants, Oui. garçon, fille, Une grande fille et un petit garçon. petit garçon. Ouais, le choix du roi. Le choix du roi, c'est parfait. Moi aussi, j'ai une grande fille et j'ai un garçon. Eh ben, voilà. C'est formidable. Après, j'ai fermé, il n'y a plus rien qui passe là. Ah ben on est Terminé. 2 alors, hein, ça y Voilà. est, c'est bon, c'est fini. Excellent. Et vous savez, dans cette rubrique, la rubrique Papa et Carité, on va parler beauté, on va parler bien-être. Oui. Et aujourd'hui, vous nous parlez de l'huile de coco, c'est ça? C'est ça. Alors, dites-moi tout, parce que j'en ai ici. Oui. Vous utilisez l'huile de coco pourquoi, vous? Alors moi, c'est pour les cheveux. Pour les Ah ouais. Et pour les cheveux de ma fille, les Oui. miens aussi, hein, j'essaye de squatter un petit peu son huile. Oui. Non, c'est vrai que je lui fais des bains d'huile de coco une fois par semaine. Et comment vous appliquez alors le bain? C'est que vous le faites avant le shampoing, après le shampoing? Alors moi, je l'applique le soir, généralement. Donc la tartine, je la badigeonne un petit peu d'huile de coco dans les cheveux D'accord. parce qu'elle a les cheveux quand même qui sont fins mais très ondulés. D'accord. Donc j'essaye de garder cette texture. Hein, Vous voilà. avez bien raison, c'est joli. Exactement. Donc j'applique ça le soir. Elle dort avec. D'accord. On dort avec, voilà. Je vais dire la vérité maintenant. On dort avec. Et puis le lendemain matin, eh ben, c'est là qu'on fait le shampoing. Donc un shampoing doux au beurre de karité, justement. Et puis ça rend les cheveux magnifiques. Voilà. super. C'est un petit peu ça le secret. Ah ben, je vais peut-être faire pareil avec ma fille. Eva, tu m'entends? On va essayer le bain d'huile à l'huile de coco. D'accord, ma chérie? Bon, super. Alors, dites-moi, Tia, quelle est votre actualité? Alors une grosse actualité hein, en ce moment en ce qui concerne la musique, Oui. puisque j'avais pris quelques années un petit peu pour moi, pour ma famille, pour faire mes enfants tout simplement. Donc là je suis de retour un petit peu sur le devant de la scène avec ce nouveau single qui s'appelle Étonnant.
une nouvelle orientation musicale. Alors vous me le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on m'a connue dans un registre zouk, afro-zouk. Là on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus urbain, donc afro-urbain, avec une grosse équipe autour de moi, le rappeur Youssoupha qui a coécrit le titre, pardon, Que Black, Jazzy à la prod, donc vraiment une grosse équipe sur ce dernier single. Super. Qui annonce toute une série de singles. On ne part pas sur, sur un album pour l'instant, donc on pas mal sur des titres, sur voilà. différents titres. Est-ce que vous pouvez nous chanter un de vos titres? Bien sûr. Alors j'ai envie de vous faire la chanson En secret. Oui. C'est mon avant-dernier single que j'ai sorti. Alors, il faisait Oh, jeté dans la peau en secret, je guérirai chacun de tes mots en secret. Baby, jeté dans la peau en secret, je te dédie chacun de ces mots en secret. Oh, jeté dans la peau. Voilà. Ah, bravo. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Tia, merci. Merci d'être venue nous voir au Maternelle d'Afrique. Vous savez qu'on aime recevoir les belles personnes. Merci. Et vous êtes une belle personne et vous avez une belle voix. Eh bien, merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. On trinque avant de partir. Évidemment. Quand même, hein. À la vôtre. À la vôtre.